Un, deux, un, deux. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonsoir. Au-delà de l'engagement individuel dont il a été question toute la soirée, vous avez à un moment donné parlé de la politique de prévention de la Suède. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets de ce qui est mis en place en Suède au titre de cette prévention? Alors, je ne vais pas vous parler que de la Suède, c'est tous les pays d'Europe du Nord. Il y a plusieurs exemples. Pour les médecins, dans ces pays-là, on apprend la prévention. Nous, on n'apprend rien sur la prévention. Rien. Moi, je dis, j'ai fait 15 ans d'études de médecine, je n'ai pas redoublé, hein, parce que les gens sont toujours surpris quand je dis 15 ans. En fait, on fait 10 ans de médecine et puis 5 ans de cardiologie. J'ai appris 5 fruits, 5 légumes en nutrition, voilà. En 15 ans, pas beaucoup quand même. Et activité physique, zéro. Zéro. En France, vous allez voir un médecin, 100 personnes vont voir un médecin, alors c'était en 2015, ça a changé maintenant, je pense que c'est moins pire. 85 patients sortent avec un médicament. En Suède, en Danemark, 100 patients vont voir un médecin, 49 sortent avec un médicament. J'avais raconté ce que je vous ai raconté devant un collège où il y avait tous les professeurs. Il y avait une dame qui était professeure d'allemand, qui était allemande. Elle est venue me voir après. Elle m'a dit, Monsieur Carré, j'ai qu'enfin compris une énigme. C'est que quand je suis arrivé en France, j'ai été sidéré par le nombre de pharmacies qu'il y a en France. L'autre jour, j'étais dans les Hauts-de-France. J'allais parler, je ne sais plus, à Villeneuve-d'Ascq. C'était dans un petit village, en attendant de parler. Dans la rue, j'ai mesuré, ça faisait 800 mètres. J'ai eu 3 pharmacies sur 800 mètres. Vous verrez jamais ça dans les pays d'Europe du Nord. Jamais ça en Allemagne. Ça n'existe pas. C'est comme les opticiens, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Plus il y a de pharmacies, plus il y a de malades. C'est pas plus compliqué que ça. 75% des gens français de plus de 65 ans prennent au moins un médicament. 3 Français sur 4 après 65 ans. Donc ça, le premier exemple. Deuxième exemple, en Finlande, ils se sont rendus compte que les enfants, leur capacité physique avait baissé, et surtout qu'il y en avait, le chiffre exact, je ne vous le dis pas, mais à la louche, c'est à peu près ça, 29%, on va dire 35% qui respectaient l'heure par jour. En 6 ans, ils sont passés à 50%. Mais il y a des décisions simples. À partir de l'année prochaine, à la rentrée, de 8h30 à 9h, les cours commencent à 8h30 depuis la primaire jusqu'à la terminale, et 8h30, 9h, c'est de l'activité physique, c'est tout. Des choses comme ça. Mais il faut avoir du courage pour faire ça. Or, nous n'avons pas de courage. Parce qu'en fin de compte, ça va se faire comme toujours en France. On va dire, il va y avoir de l'activité physique pour ceux qui veulent bien. Parce qu'en France, il faut toujours demander l'avis. Moi, je ne suis pas content parce que j'ai un feu rouge, on ne m'a pas demandé si je voulais bien m'y arrêter quand je roule. Vous avez entendu parler des tests qui ont été mis, là, que Mme Borne ces tests, nous, on se bat depuis des années pour qu'ils aient lieu. Au début, c'était les tests. Devant la levée de boucliers, en partie des professeurs d'éducation physique et sportive, hein, je le dis aussi, là, d'ailleurs, enfin, certains syndicats, ça a été, les tests seront pour les enfants qui le veulent bien et les professeurs qui le veulent bien. C'est la France. On est incapable de dire, c'est terminé, maintenant, on va faire ça. Donc il y a ça, il y a, dans les pays d'Europe du Nord, quand vous faites une nouvelle route, il y a obligatoirement une piste cyclable à côté, c'est obligatoire. Une route dans la campagne, il y a toujours une piste cyclable, c'est obligatoire. Donc voilà toutes ces choses. Et puis la dernière que j'ai appris il n'y a pas très longtemps par M. Chauvin, qui est un professeur de santé publique de Saint-Étienne, avec qui j'étais dans une table ronde, eh bien, dans leur nouveau budget, la Suède essaye de faire à peu près 50% du budget curatif et 50% préventif. Ils ne vont pas y arriver. Ça va plutôt être 65% curatif et 35% préventif. Nous, on est à 1%. Et rien ne change. Rien ne change. De mémoire, mais peut-être que vous allez me dire que je me trompe, depuis que je regarde les programmes d'électoraux pour les présidents de la République, il y a un candidat qui a mis le mot prévention dans son programme. Aucun autre ne l'a jamais mis. Aucun. Ça pour vous dire que la prévention n'a aucune importance pour nos politiques. Aucun. Alors ils vous font croire. D'ailleurs, M. Braun,
dont je me suis un petit peu, je l'ai taquiné tout à l'heure en lui disant que c'était le ministre de la maladie, il avait créé le ministère de la Santé et de la Prévention. Il n'y a plus la prévention dans les ministères suivants. Quand je vous dis, par exemple, vous avez tous entendu parler de la loi du sport sur ordonnance? La loi du sport sur ordonnance, c'est-à-dire que les médecins doivent prescrire l'activité physique sur une ordonnance écrite. Qui est-ce qui l'a mis en place? Le ministère des Sports, ce n'est pas le ministère de la Santé. C'était Madame Fournéron qui l'a mis en place, qui était ministre des Sports. Quelle a été sa principale rivale pour empêcher que cette loi passe, qui est quand même passée? C'était Marisol Touraine, la ministre de la Santé. C'est tout, il ne faut pas chercher plus loin. Alors qu'on ne vienne pas me raconter qu'on y croit à la prévention, c'est pas vrai, c'est de la com, c'est tout. En France, de toute façon, on ne nous croit pas. Je dis, beaucoup de pays souffrent de la sédentarité et de l'inactivité physique. Il ne faut pas penser que... Mais nous, on est quand même particulier quand même. Bonsoir docteur. Nous étions prévenus. Moi, j'en fais une conclusion, que c'est que vous portez bien votre nom. Parce que l'affaire est carrée. Deuxième chose, je suppose que vous avez une voiture Citroën, parce que ça décoiffe. Et la troisième chose, j'espère qu'un jour, vous serez invité par une chaîne de télévision française. Celle qui aura l'audace, peut-être fera-t-elle comme C8. Pour être plus sérieux, docteur, j'ai eu cette chance, le hasard de la vie, d'aller dans une école où, évidemment militaire. Alors là, le sport, tous les jours. Résultat, c'était bien longtemps maintenant, 100% de réussite en CAP en mécanique, 98% en électricité, 70% en électronique, alors que les moyennes au niveau de français tournaient autour de 30-35%. Et ce qu'on m'a inculqué dans le sport, je vais essayer de le transmettre durant toute ma carrière. J'ai vu des gens, j'avais beaucoup d'appelés du contingent, qui arrivaient des fois décontenancés, qui avaient une vie pas très facile. Je punissais jamais, docteur. Moi, je partais courir avec eux, je dialoguais avec eux, je les invitais à faire du sport, et j'ai eu des renaissances. C'était ma plus grande récompense. Alors merci à vous, docteur, mais il en faudrait combien comme vous? Merci à vous. Merci beaucoup pour vos mots qui me touchent. J'ai été contacté, pour rien vous cacher, par la police nationale. Je dois leur faire une formation parce que aujourd'hui, la capacité physique des policiers, c'est une catastrophe. Mais des pompiers aussi, les pompiers de Paris. Je discute aussi avec les pompiers de Paris, parce que les pompiers de Paris qui sont quand même, c'était les jeunes pompiers de Paris, capacité physique, c'est des champions quand même. Hein. Eh bien, ils trouvent de moins en moins de gens. Les militaires, c'est pareil. Aux États-Unis, ils n'ont plus assez, sur les recrues, ils en refusent au moins 30%, parce qu'ils n'ont pas la capacité physique pour porter J'ai appris comme ça que les policiers qui se baladent dans la rue, quand ils ont le gilet pare-balles et tout ça, ils ont du matériel à peu près entre 10 et 14 kilos sur le dos. Eh bien, il y en a plein qui sont incapables de le porter. Donc, c'est la capacité physique, c'est tout. Hein. Sans capacité physique, de toute façon, vous ne pouvez rien faire de bien, en réalité. Même préparer les cours, c'est ce que vous avez dit. J'ai eu la chance d'aller dans une école, le lycée Jean Zay, qui est une école qui permet aux boursiers et aux étudiants étrangers, ils les logent simplement, ils les nourrissent, et ils font faire leurs cours dans les préparatoires pour Normal Sup, enfin, toutes ces choses-là. Et je leur ai dit, assez révisé, bougez. Dites-vous une chose, c'est que ce n'est pas parce que je reste 5 heures devant un cours que je travaille. Il n'y a qu'en France qu'on pense que le travailleur qui reste le matin, qui arrive tôt, qui parle tard le soir est un bosseur. Peut-être qu'il regarde n'importe quoi sur Internet. Hein. Il fait peut-être même sa sieste. Hein. C'est étonnant. J'ai bossé, j'avais mon petit-fils qui a passé son bac l'année dernière, il me disait « Oh, j'ai bossé 5 heures aujourd'hui. J'ai bien travaillé. Non, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai travaillé 5 heures. » Je lui dis « Non, tu as travaillé 5 heures. Bien, je ne peux pas te dire. Peut-être que tu aurais pu travailler 3h30 ou 4 heures ou 4h30 et aller bouger pendant 1 heure, 1h30 ou une demi-heure et tu aurais mieux travaillé, tu aurais retenu plus de choses. »
Ça vous est arrivé à vous comme à moi, vous êtes devant l'ordinateur, tout d'un coup, vous relisez 4 fois la même ligne, et vous vous dites, ça y est, je deviens débile, c'est grave, docteur. Non, non, je me lève, je marche 10 minutes, je m'assieds, j'arrive à relire normalement. On l'a tous eu, ça. Donc c'est exactement ce que vous dites. C'est prouvé. Si je bouge, je retiens plus vite mes leçons, je retiens, je suis meilleur dans ma mémoire marche mieux quand j'ai été bougé avant. Ça n'est jamais une perte de temps de bouger. Alors attention, hein, s'il y a des gamins, des jeunes parmi nous, hein, n'en concluez pas que vous pouvez faire 4 heures de sport tous les jours et pas du tout de cours. Hein, non, il faut quand même faire un peu de cours quand même, parce que pour les retenir au moins une fois quand même. Hein. Donc... Je suis très content parce qu'on a plein d'étudiants en ostéopathie ici et j'espère qu'ils auront plein de questions. Le message est clair. Bonsoir, nos pressions. J'ai une question notamment pour les professionnels médicaux ou paramédicaux, ou au sens plus large, les enseignants, par hasard. Une des solutions, des conseils sur notre approche pour avoir un réel impact sur la sédentarité, pour avoir un réel impact en gros sur les habitudes et les normes sociales des gens, des patients qu'on peut rencontrer, les choses qu'on pourrait mettre en place, à votre avis? Alors, normalement, aujourd'hui, tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, enfin, c'est pas normalement, aujourd'hui, tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, demandent aux gens s'ils fument. Le gynécologue le demande, le dermatologue le demande, le neurologue le demande, etc. Combien demandent est-ce que vous bougez? Combien de temps vous êtes assis par jour? Ça, c'est les 2 choses à poser comme question. Et à partir de là, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Si la personne vous dit, ben moi, de toute façon, je n'ai pas de voiture, je me déplace toujours en vélo et je marche dès que j'ai l'occasion, etc., vous allez leur dire, c'est super, surtout ne changez rien. Si par contre, vous avez quelqu'un qui commence à être dans plutôt l'inactivité physique et la sédentarité marquée, eh bien, c'est là où il va falloir que vous preniez du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est comme tout. Les malades compliqués que j'ai eus, par leur maladie, ça m'a toujours pris du temps. Parce que c'est pas toujours, je prends l'attention, je regarde les oreilles, etc. Et puis hop, c'est bon. Quand tout va bien, ça va vite. Dès que le malade est compliqué. Et la personne qui est là devant moi, ben mon job, c'est d'y arriver. Alors je vous rassure, j'ai jamais eu 100%. Hein. J'ai au minimum 30% de gens. Mais cela, c'est pas la peine. C'est comme le tabac. Quand on demande aux gens, vous fumez? Oui. Est-ce que vous voudriez arrêter? Pas du tout. On passe à autre chose. Pas perdre du temps, c'est fini. C'est pas grave, on en reparlera. Vous savez, il y a des nouvelles techniques, etc. Et puis, on lui reparlera. La personne qui me dit, je lui dis, vous bougez pas beaucoup. Il me dit, non, mais de toute façon, j'ai pas besoin de bouger plus. Je suis très bien comme ça me va bien. Pourquoi j'irai bouger, les marchés, etc. Tout ça, c'est de la connerie. Bon, ben, je lui dis, ben, écoutez, ok, je vais pas perdre mon temps, c'est fini. Par contre, vous allez trouver des choses. C'est comme ça que, dans ma carrière, je vous rappelle, à peu près 40-45 ans de patients que j'ai vus, ben, j'ai prescrit 2 fois un chien. Ça m'a pris du temps, pas de prescrire le chien, mais de trouver qu'est-ce qui pouvait intéresser la personne. Et le patient, les 2 personnes, ces 2 messieurs, hein, m'en veuillez pas mesdames, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, les messieurs me disent, je leur dis, bon, vous aimez la peinture, vous aimez la musique, la danse, tout ça. Il faut trouver quelque chose qu'ils aiment. Et essayer de les raccrocher à ce quelque chose qu'ils aiment, qui bouge. Et là, ils n'aimaient rien. Alors dans ces cas-là, vous me connaissez maintenant, vous m'avez entendu, je leur dis, ben dis donc, la vie, ça ne doit pas être marrant pour vous, parce que vous aimez rien. Et si, me disent-ils, j'adore les animaux. Ah ben je lui dis, c'est formidable, vous avez quoi? Un perroquet, un chat, un chien, une souris? Ah, rien. Ben, je leur dis, je ne comprends pas. Et bien elle me dit, il faut demander à ma femme, parce qu'elle, elle ne veut pas qu'on ait des chiens à la maison. Ah, je lui dis, c'est votre femme, c'est pas un problème. J'ai pris mon ordonnance, ma plus belle plume, et j'ai prescrit un chien. Et bien ils ont eu un chien. Voilà. Alors ça fait 2, hein. Donc c'est pour dire que on ne trouve pas toujours une solution. Mais ça va être le grand-père qui vous dit, il n'y a pas très longtemps, c'est arrivé, c'est pas moi qui le dis, c'était un de mes collègues qui racontait ça. Grâce à vous, j'ai pu rejouer au foot avec mes petits-enfants. Voilà. Ben déjà, faut-il que je sache qu'il a des petits-enfants. Donc c'est pour ça que c'est long, et c'est toutes ces choses-là.
Alors, vous ne faites pas d'activité physique et tout, vous n'en avez jamais fait dans votre vie. Ah bah si, j'ai joué au tennis de table, je me débrouillais pas mal d'ailleurs, ou j'adorais le vélo, etc. Et pourquoi vous n'en faites plus? Bah parce que vous vous rendez compte, etc. Mais vous savez, il y a les vélos assistance électrique. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez réponse à tout. Si jamais la personne en face de vous voit que vous allez commencer à bugger, c'est fini, vous êtes mort. Mais il faut que vous ayez toujours la réponse. Et des fois, ce n'est pas facile, mais il faut toujours l'avoir. Mais moi, je suis très vieux. Hein, c'est pour ça que j'arrive à peu près à les avoir. Mais il y a des fois, ça ne marche pas. Hein, c'est tout. Hein. Mais quand on voit des gens... Une autre anecdote, j'y suis vraiment pour rien, puisque c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui était comme vous, qui m'a envoyé il y a 3 étés, c'était donc il y a 3 ans, en août, il y a 3 ans. Je reçois un mail avec une belle photo de montagne derrière, et puis un mot. « Bonjour, vous ne me connaissez pas, je vous ai entendu parler sur l'activité physique à tel endroit. J'ai une polyarthrite rhumatoïde, j'ai 52 ans, j'ai une polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 32 ans. Mon médecin me déconseille de bouger trop, mon rhumatologue me dit de ne pas trop en faire non plus avec mes mains et de ne pas trop marcher, etc. Donc je les écoute, et là je viens vous voir, par hasard, je vous entends, vous dites tout le contraire. Alors, j'ai acheté des bâtons, et puis j'ai commencé à marcher toute seule. Et puis petit à petit, j'ai marché de plus en plus, et ça se passait bien. Et là, elle me dit, voyez, aujourd'hui, je vous envoie cette photo, parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai fait une promenade avec mon mari et mes 2 fils, qui m'ont attendu, dit-elle, parce que je marche très doucement. Et elle me dit, Monsieur Carré, cela faisait 20 ans que je ne m'étais plus promené avec mon mari et mes 2 garçons. Et bien rien que ça, vous vous dites, c'est top. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a encore des médecins qui lui disent de ne pas marcher. C'était mon grand-père qui disait ça en médecine avant, pour la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, on sait très bien que ça marche bien. La sclérose en plaques, à Rennes, on fait les Olympiades de la sclérose en plaques au CHU. Alors je vous rassure, on ne donne pas de médaille, hein, c'est simplement pour motiver les gens, mais c'est tous les gens qui ont des scléroses en plaques font de l'activité physique. On disait qu'il ne fallait pas en faire parce que quand la température corporelle augmentait, ça vous donnait des poussées. J'ai dit au neurologue, mais vous sortez ça d'où? Vous avez un article où on a pris la température corporelle avant, après des gens pour voir si c'était pour ça qu'ils avaient des poussées. Je dis, c'est pas possible, il n'y a aucune raison, aucune raison. Effectivement, il n'y avait aucune raison. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment que vous connaissiez parfaitement et surtout y revenir. Ce que font beaucoup de collègues et de personnel de santé, c'est qu'ils n'y reviennent pas. Le patient, si j'arrive à le convaincre qu'il doit bouger, et que je vais le revoir dans 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, si je n'ai pas marqué dans un petit coin de mon calepin, de son dossier, à accepter de reprendre l'activité physique, il va venir, et si je ne lui en parle pas, il ne m'en parlera pas. Et ce sera fini, il arrêtera. Parce qu'il se dira, bah, de toute façon, il est bien gentil, M. Carré, il m'a dit qu'il fallait que je bouge, ça ne l'intéresse pas, il ne m'en parle même pas. Donc moi, ma première chose, quand je vois ça, bonjour, vous allez bien? Alors, l'activité physique, vous en êtes où? Eh ben, je vous ai écouté, etc. Et pour lui, ça prouve que c'est important. Par contre, je vais l'embêter sur les médicaments, est-ce que vous les tolérez bien, gna gna gna, tous les trucs classiques. On passe, des tas de médecins, et je le dis sincèrement parce que je leur parle comme je vous parle, hein, donc ils me connaissent, passent beaucoup trop de temps à savoir si le malade n'a pas d'effet secondaire des médicaments. Quoi. Hein, je crois qu'il ne faut pas non plus, il faut plutôt lui demander est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il est sédentaire et tout, et pourquoi il ne le fait pas. Tous les malades chroniques, allez, j'exagère, 80% des malades chroniques qui s'aggravent, c'est parce qu'ils sont déconditionnés. La première cause d'aggravation d'une maladie chronique, infarctus, insuffisance cardiaque, sclérose en plaques, maladie Parkinson, c'est le déconditionnement musculaire. C'est parce que les gens ne bougent pas. Donc la première chose à faire, au lieu d'aller chercher des examens compliqués et surtout d'augmenter les traitements, c'est de dire, mais est-ce que vous bougez? Ah non, avant je bougeais, mais là j'ai pu bouger parce que vous ne savez pas, j'ai eu une grippe, ça m'a mis à plat, j'étais crevé, et puis j'ai eu la flemme de reprendre. Et bien voilà, ne cherchez pas plus loin. Il s'est aggravé à cause du déconditionnement. Il faut le remettre à l'activité physique et non pas lui augmenter son traitement. Donc, mais encore faut-il poser cette question, encore faut-il aller chercher. Mais il n'y a pas de truc miracle. Hein. N'oubliez pas une chose, pour ceux qui sont professionnels de santé, ce qu'il faut, c'est arriver à la motivation intrinsèque, ce qu'on a dit. La personne va bouger parce qu'elle est sûre que ça va lui faire du bien. Parce que vous savez, la personne qui vous dit, je vais prendre exprès les messieurs pour qu'ils soient le retour avec les dames de tout à l'heure, qui vous dit, le mari qui vous dit, bon écoutez, hein, allez,
je vais bouger, ça va faire plaisir à ma femme. Ça va durer 3 semaines. Hein. Après, il va s'arrêter. S'il me dit, je vais bouger, vous m'avez convaincu, ça va me faire du bien, là, vous rentrez dans la motivation intrinsèque. Et il bouge non pas pour me faire plaisir à moi, François Carré, mais pour se faire plaisir à lui. Et ça aussi, c'est important. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a 2 choses qui dictent l'activité physique, parce que c'est à vie. L'activité physique, c'est simple, c'est de la naissance à l'EHPAD. Hein. Pas plus compliqué. Hein. Dès que j'arrête, ma santé, c'est... Alors, il y a un effet. Hein. Plus je bouge, je peux avoir quelques semaines devant moi, mais pas beaucoup plus. Hein. Je vous parle d'activité physique, hein. Je ne vous parle pas de sport, de bouger. Bon, simplement, la personne qui va... j'ai perdu le fil de mon propos. Peu importe, je disais donc la personne qui va reprendre l'activité physique ou qui va se décider à s'y mettre, il faut qu'elle ait envie de le faire. Si on vous demande quel est le sport préféré, moi je leur dis, c'est le sport préféré. Quel est le meilleur sport pour la santé? C'est celui que vous avez envie de faire et pour lequel vous avez du plaisir. C'est tout. La danse, c'est exceptionnel. La danse, je peux faire du cardio, des étirements, du renforcement musculaire, du fractionné, je vais vite, je danse vite, selon la musique, doucement. J'ai des relations sociales, je fais travailler ma mémoire parce qu'il faut me souvenir les pas que j'ai à faire. C'est le top, la danse. Vous voyez, c'est pas le triathlon, c'est pas la Zumba, mais toutes les choses qu'il peut y avoir dans les centres de fitness. J'ai rien contre les centres de fitness, mais si on me dit quel est le meilleur sport, il n'y en a pas un. Le meilleur sport, c'est celui que j'ai envie de faire et où j'ai du plaisir à faire. Le plaisir. De toute façon, j'ai toujours dit, moi personnellement, si un jour je suis malade et je le serai, je ne vois pas pourquoi je ne le serai pas, et que j'ai un collègue qui me dit il faut que tu fasses du tir à l'arc, je ne ferai pas de tir à l'arc. Ça ne m'intéresse pas. C'est tout. J'irai faire autre chose, mais pas du tir à l'arc. Non, je caricature. Mais marcher, par exemple, si vous n'aimez pas marcher, je ne vais pas dire à la personne qui aime marcher, alors qu'il est fou de vélo. J'ai prescrit aussi une fois, je me rappelle aussi un monsieur très âgé, là, qui est décédé depuis, il avait 84 ans ou 85 ans quand il est venu me voir, il faisait du vélo, il était fou de vélo, il pensait qu'à ça. Alors j'avais toujours les gros yeux de son épouse, mais surtout de ses enfants. Et un jour il revient, il avait des griffés partout, là, sur le côté. Et je lui dis, oh là là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fait griffer par votre chat? Et là je vois la petite fille, c'était une de ses petites filles, une de ses filles qui me dit, ah non docteur, c'est à cause de vous. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, vous lui laissez faire du vélo, il fait n'importe quoi. Alors il me regarde, et puis avec un petit sourire, parce qu'il avait dans ses yeux, il y avait beaucoup de choses qui passaient, et il me dit, bah ouais, j'ai pris le virage un peu vite, quoi, et je suis tombé dans les ronces. Alors elle me dit, j'espère que maintenant vous allez lui interdire le vélo. Je lui dis, oh là là, pas si vite. Et j'ai pris Internet, et j'ai regardé triporteur, vous voyez, les vélos à 3 roues. J'en ai trouvé un, je lui dis, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Monsieur était content, pas la petite fille. Bon, il est décédé depuis. Non, mais c'est pour vous dire que sa vie, c'est le vélo. Si vous interdisez le vélo à quelqu'un dont c'est la vie, et qu'il est âgé, il va mourir, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut qu'on se rappelle que les gens âgés, on n'est pas là pour les empêcher de tout faire sous prétexte qu'ils vont vivre plus longtemps, mais alors que pour eux, la vie va être un bagne et aucun intérêt. Il vaut mieux qu'ils prennent du plaisir à ce qu'ils font, et puis on fait attention. Vous voyez, je suis passé au triporteur, j'ai fait un effort quand même. Donc, non, là, il fallait prendre le triporteur parce que je pense qu'il avait des troubles de l'équilibre quand même. Merci Naïs pour ta question et cette réponse très complète. Pour comment revenir un tout petit peu sur cette réponse, il faut retenir plusieurs choses. L'entretien thérapeutique du patient qui va être essentiel, quelle que soit la prise en charge, quel que soit le professionnel. Cet entretien thérapeutique va pouvoir juger de la compliance thérapeutique. Les étudiants, si vous savez un peu ce que c'est, de savoir l'adhésion thérapeutique de ce qu'on met en place et savoir si ça crée de l'observance thérapeutique. Et puis la dernière chose qu'il faut retenir, c'est qu'à n'importe quel âge, on peut faire de l'activité physique tant que cette activité physique, elle est adaptée. Voilà. Et on peut prendre encore une question, si vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh, ils sont bons, ces étudiants en ostéopathie. Bon, ils n'ont pas eu le choix. Hein. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas le diplôme, de toute façon. Ah, c'est moi, ça? C'est moi.
Bonsoir, merci déjà pour cette conférence qui était très éclairante, je trouve. Et effectivement, pour rejoindre monsieur, je trouve qu'en une petite heure, on a eu beaucoup d'informations très claires. Donc, merci pour ça. J'aurais pas été capable de le faire, donc merci beaucoup. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand même, on a un enjeu social qui est un peu différent quand on a, quand on finit les études ou quand on a 20-30 ans et qu'on sort d'études de santé. Je pense notamment à des questions de stigmatisation, grossophobie, quand on va sur des terrains comme l'obésité, par exemple, pour ne citer que celui-là. Vous, la petite marge d'approche, où est-ce que vous la situez sur, par exemple, vous avez un patient, bon, on n'exerce pas le même métier, donc effectivement, vous avez peut-être plus de bras de levier que nous, mais vous avez quelqu'un en situation de surpoids, obésité qui vient, où est-ce qu'elle se situe, en fait, la jurisprudence entre vous êtes gros, mettez-vous au sport, ou vous êtes un peu enrobé, mangez moins à Noël et faites du vélo, quoi. Alors, j'entends très bien, parce que j'ai eu, pas aujourd'hui, Alexis ne me l'a pas dit, mais ça arrive à aller 1 fois sur 5 environ dans mes conférences, où avant d'entrer, que je parle, la personne qui m'a invité, pas de stigmatisation, M. Carré, hein, et puis pas de grossophobie. Hein. Alors, je leur dis toujours, vous savez, grossophobie, je ne sais pas ce que ça veut dire déjà. Hein. D'ailleurs, j'aimerais vraiment pouvoir parler avec des gens qui me parlent sérieusement. Pour moi, la phobie, c'est la peur. Donc, je n'ai pas peur des gros. Hein, c'est l'agarophobie, l'arachnophobie, c'est avoir peur de quelque chose. Et on utilise ce mot phobie, encore une fois. Donc, bon, peu importe, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça le plus important. Mais ce qu'il faut, c'est garder toujours le côté humain. Donc, il n'est pas là, je vais jamais aller stigmatiser quelqu'un. J'ai 2 solutions. Soit la personne est devant moi, elle est en surpoids, voire même obèse, et elle est parfaitement heureuse, ça se voit dans sa peau, elle est très bien dans sa peau. Elle va bouger, elle va faire des tas de choses, à rire, etc. Et je ne me vois pas aller la voir en lui disant, dis donc, vous prenez un sacré risque en restant comme ça. Ça ne me viendra pas à l'idée. Ça, ce serait effectivement, je me mêlerais de ce qui ne me regarde pas. Par contre, si la personne, je vois qu'elle est plutôt renfermée, et je parle souvent dans des endroits où il y a du sport, par exemple, l'enfant qui ne va pas jouer avec les autres parce qu'il est trop en surpoids, etc., qu'on voit qu'il est limité à cause de cette chose-là, je vais le voir et je parle avec lui. Et là, je vois bien ce qu'il va me dire. Et puis je peux creuser un tout petit peu pour voir si je peux lui apporter quelque chose. Et il est évident que, comme je dis toujours, si jamais une personne en surpoids me dit, ou obèse me dit, Monsieur Carré, est-ce que vraiment ça présente un risque pour ma santé de rester comme je suis? Je vais lui dire oui. Si je lui dis pas oui, c'est non-assistance à personne en danger. D'ailleurs, quand je parle comme je vous parle, c'est pour dire, attention, il y a danger. Hein, parce que c'est dangereux, c'est tout, c'est comme ça. Donc je crois que votre petite place, comme vous le disiez, c'est toujours garder l'empathie, toujours garder le sourire, etc. Et surtout ne pas dire, moi j'ai des tas de gens qui fument que je connais, je ne vais pas les voir à chaque fois, dis donc tu devrais arrêter de fumer. Non, j'aurais dit une fois, ils veulent continuer à fumer, ben continuent à fumer. C'est leur vie, c'est tout. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai jamais pensé que mon but, c'était de sauver tout le monde. Pas du tout. Mais par contre, dès que je sens que la personne a quelque chose, même je dirais la même chose avec une personne qui a du mal à marcher, et je vois que ça la perturbe, eh bien, je vais aller le voir, et puis en discutant, à un moment, je lui dis, bah, tiens, j'ai remarqué que vous aviez du mal à vous déplacer, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc., etc. Et éventuellement, je lui apporte quelque chose. Donc, en fait, il faut y aller comme une aide, se présenter comme une aide, et non pas comme un jugement. De toute façon, on n'est pas là pour juger. D'ailleurs, dans l'entretien motivationnel, dire c'est pas bien faire peur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, comme je dis, c'est la même chose. Arrêtez de dire aux gens ce serait bien que vous fassiez attention à ce que vous mangiez. Ils le savent. Ce serait bien que tu arrêtes de fumer. Ben, il le sait, le fumeur. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Donc je pense que de temps en temps, alors moi quand j'ai les malades, je suis assez direct, c'est simple, par exemple. J'ai l'exemple typique. On fait un infarctus du myocarde, on est fumeur, on continue à fumer, c'est pas de sport en compétition. Pas de certificat. On est fumeur, on a fait un infarctus, on arrête de fumer et on peut faire du sport en compétition parce que l'infarctus n'était pas important, je signe. Je ne prends pas mes statines quand j'ai fait un infarctus et je veux faire du sport en compétition, c'est pas de sport en compétition. Les choses sont claires. Je ne vais pas laisser les gens, ne pas prendre leur traitement et me demander l'autorisation de prendre un risque pour leur santé.
Je ne leur donnerai pas mon autorisation. Ils trouveront peut-être un autre cardiologue pour le faire, c'est tout. Hein. On parlait tout à l'heure de la compliance thérapeutique, c'est très important. Vous vous rendez compte que 50% des patients ne prennent pas leur traitement régulièrement. Alors ils le prennent, une fois de temps en temps. Mais c'est-à-dire que quand même, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire quand même que sur les milliards de dépensés pour les médicaments, il y en a la moitié qui va à la poubelle. La moitié. Donc là aussi, on a quelque chose à réfléchir. Même chose dans la prévention, et là je vous adresse à vous tous, nous sommes particulièrement nuls sur les vaccinations. On est l'un des pays les plus nuls. On ne se fait pas vacciner. Il y a des tas de pays qui tournent à 70-80% de la population vaccinée. Nous, quand on est à 50%, on est bien. Ça, c'est de la prévention. C'est assez incroyable qu'on puisse avoir en 2025, attendez, c'est une régression intellectuelle majeure. Il faut se rire. C'est dommage qu'on ne puisse pas revenir en arrière pour qu'on vienne vers la poliomyélite quand on n'avait pas la vaccination, la variole, toutes ces choses-là quand même. C'est quand même ça qu'il faut se rappeler, bon sang, bonsoir. Donc, et ça fait partie de la prévention. On est vraiment nul pour la prévention. Merci. Est-ce qu'il y a une petite dernière question? Est-ce que vous avez compris qu'il faut bouger? Pardon. Bonsoir. Ma question va être claire. En fait, je suis infirmière de santé au travail. Et à partir de combien de temps, que ce soit les chauffeurs routiers, les gens qui sont derrière leur ordinateur, on peut parler de sédentarité, mais vraiment en nombre d'heures sur une journée? On parle de sédentarité quand on regarde le temps passé assis et le risque de cancer. Vous voyez, à 6 heures, il y a une explosion. Donc, au-delà de 3 heures, vous avez un risque. Au-delà de 6 heures, vous avez un risque. Le chauffeur routier, c'est pas qu'il soit derrière son volant. Si au moins pendant la pause, il allait marcher plutôt que de regarder la télé, en restant assis, et qu'il fasse sa sieste après avoir mangé au routier, il vient s'asseoir dans son camion et il dort. C'est là où est le problème. Et encore pire, toutes les activités physiques professionnelles, manutentionnaires, dockers, déménageurs, n'ont aucun effet bénéfique pour la santé. Aucun. Ils font plus d'infarctus, plus de cancers que les sédentaires. Donc, vous voyez, tout simplement parce que, alors, c'est une explication qu'on a, les preuves formelles sont difficiles, mais quand vous faites une activité physique en étant contraint, vous ne libérez pas les mêmes hormones, vous libérez des hormones de stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline, qui ne sont pas bonnes pour la santé, alors que quand vous faites de l'activité physique de votre propre chef, de votre propre volonté, c'est ludique, et vous allez libérer les hormones de plaisir et tout. Je suis sûr que le manutentionnaire qui voit la pendule à 16h30 et qui débauche à 16h45 ou à 17h et qui a 50 cartons à bouger, je peux vous assurer que quand il les bouge, il n'est pas en train de se dire « chouette, 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 c'est bon pour ma santé ». Ça, je peux vous le dire. Donc ça, c'est pas bon pour la santé. Et c'est malheureusement le cas. Alors quand j'ai un grand déménageur devant moi de 1m95 avec des gros biceps et tout, et que je lui dis « vous savez, en fait, ce serait bien que vous fassiez 30 minutes d'activité physique par jour en dehors du travail ». Qui me fait les gros yeux, mais je lui explique. Ce n'est que factuel. Je lui dis, si vous voulez, je vais vous sortir. Voilà les chiffres, regardez. Moi, je vous les donne. C'est mon job. Vous m'écoutez pas, c'est pas grave. Donc, ces personnes-là, c'est comme le représentant commercial. Combien de représentants commerciaux se garent? Par exemple, quelqu'un qui va, je dis n'importe quoi, un assureur ou qui démarche. Il pourrait se garer au milieu du village s'il a 3 personnes à voir et laisser sa voiture et marcher pour aller les voir. Pas du tout, il va se mettre devant le premier, reprendre sa voiture devant le deuxième, devant le troisième. Donc moi je lui trouve le temps de bouger. C'est possible. Mais, et pareil, je mange au restaurant tous les jours, ok, mais au moins quand j'ai fini de manger, je vais marcher une demi-heure ou 20 minutes ou un quart d'heure. Je ne vais pas m'asseoir derrière mon volant pour roupiller. Vous voyez, donc c'est toujours possible en fait, c'est pas... Mais pour ça, il faut que je sois sûr que c'est très dangereux pour ma santé de ne pas bouger. Et la population n'en est pas sûre. Les parents sont sûrs que leurs enfants sont en bonne santé. Et moi, je leur dis, non, vos enfants ne sont pas en bonne santé.
Merci, merci professeur Carré. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette belle soirée. Merci à tous et toutes d'être venus ce soir. J'avais promis une petite slide à mes étudiants qui ont participé à un super défi. Je leur avais demandé de faire un peu plus de 12 000 km pour rallier Bru à Da Nang au Vietnam, là où l'association Ostéopathie Solidarité Internationale va tous les ans. Donc voilà, une petite slide, un petit clin d'œil, et merci d'avoir relevé le défi. Ils ont réussi à participer, à faire ces 12 000 km en sport, en course cumulée en 1 mois et demi à peine. Donc bravo à eux. Voilà, merci à vous tous, merci à l'Institut catholique aussi de nous avoir permis de faire cette soirée ici. Merci Marilène Bourgin aussi. Oui, le petit questionnaire aussi, si vous avez, n'oubliez pas de le remplir, de nous le donner à la sortie ou par Internet. Et bonne soirée à vous tous. Merci, au revoir.